Voilà, donc bonjour, bonjour à tous, bienvenue, bonjour ou bonsoir en fonction de l'endroit où du pays dans lequel vous êtes. Bienvenue donc à ce deuxième focus du cycle régulier de webinaires de l'AUF sur l'actualité scientifique francophone. Alors ce focus est consacré les 13 et 15 avril donc, à la place de l'agenda 2030 et des 17 objectifs de développement durable au sein des universités, en lien avec les partenaires, notamment du programme actif de l'AUF, qui est lui-même dédié à l'agenda 2030 et à l'innovation sociale. Donc mardi dernier, le 13, nous avons eu cette première partie du focus. On a dressé un panorama général de l'agenda 2030 au sein des universités et présenté la feuille de route des 17 ODD qui sont portés, comme vous le savez, par 193 États dans le monde, qui intègrent toutes les parties prenantes, dont donc les universités font partie, et qui jouent un rôle fondamental pour construire un monde plus durable et plus juste. Nous avons exploré donc toujours mardi pourquoi et comment l'urgence sociale et environnementale actuelle, qui est bien réelle et qui en plus a été renforcée par la pandémie, oblige les universités à se transformer pour y répondre, et comment la formation, la recherche, les étudiants et l'entrepreneuriat social, qui sont 4 leviers d'action puissants, peuvent y contribuer de manière significative. Donc, vous pouvez bien sûr revoir cette première partie en replay sur la chaîne YouTube de l'AUF. Et donc aujourd'hui, avec nos 5 intervenants que je salue chaleureusement, nous allons poursuivre les échanges en nous concentrant plutôt cette fois-ci sur des expériences concrètes réussies, dédiées aux ODD et menées au sein des universités, afin de comprendre comment l'université durable se construit. On essaiera d'extraire ensemble la démarche qui a été mise en place et les clés des actions qui marchent pour inspirer les universités francophones pour qu'elles s'engagent à leur tour vers la durabilité, c'est-à-dire vers un monde où la planète et les personnes sont respectées et où la prospérité, idéalement, est partagée par tous. Donc, pour ce webinaire, je suis ravie d'accueillir donc des universitaires de 4 pays différents, le Liban, Maurice, au milieu de l'océan Indien, la Belgique et la France. Donc, Carla Aidé est parmi nous. Elle est vice-rectrice aux relations internationales de l'Université Saint-Joseph de Beyrouth, au Liban, les professeurs également. Carla représente l'Université Saint-Joseph donc dans le réseau Global Compact Liban des Nations Unies et coordonne la commission des objectifs de développement durable. Bonjour Carla. Bonjour Muriel, Bonjour. merci pour cette invitation et c'est l'organisation de cet événement extrêmement important qui va nous donner l'occasion d'échanger tous Merci. ensemble. Bonjour Carla. Donjai Jouri est président de l'Université de Maurice, a été directeur de centre de recherche en biomédecine et membre actuellement du conseil scientifique de l'AUF, membre élu de l'ACU et membre de l'Académie africaine des sciences. Bienvenue Donjai. Bonjour Brielle, très content d'être parmi vous. Pour nous, je dirais ce soir, Oui. en fin d'après-midi, et pour vous en milieu d'après-midi. Merci Donjai. Nous avons aussi Alexandra Demoustier, qui est directrice du service environnement et mobilité de l'Université libre de Bruxelles, en Belgique, et qui est en charge de l'élaboration et de la mise en œuvre du plan climat 2030 de l'université. Bonjour Alexandra. Bonjour Muriel, bonjour tout le monde. Nous avons sa collègue également avec nous, Inès Cabrita, qui est chef de projet au service environnement et mobilité de l'Université libre de Bruxelles et qui travaille donc avec Alexandra, notamment sur l'empreinte environnementale liée aux activités de transport. Bonjour Inès. Bonjour tout le monde. Et enfin, Stéphane Soyer, qui dirige l'unité d'apprentissage Ensemble de l'Université catholique de Lille en France et qui se déploie dans 3 tiers-lieux. Stéphane est facilitateur, formateur, expert en Living Lab et il a cofondé et dirigé un des premiers Living Lab français sur la santé. Bienvenue Stéphane. Muriel, merci pour votre invitation. Alors, donc, du coup, pendant tout ce webinaire, je vous invite à poser vos questions dans le chat ou en utilisant le bouton questions-réponses. Nous garderons un petit temps à la fin du webinaire pour y répondre. On essaiera aussi de répondre à certaines questions au cours du webinaire. Et puis, je salue Katinka, qui est aussi avec nous, qui va publier dans le chat des liens de référence, des sujets que nous sommes en train d'aborder au cours du webinaire.
Donc, pour commencer le débat, juste avant de rentrer un peu dans le vif du sujet des expériences concrètes des universités présentes, je vous propose de se demander s'il y a un cadre, un plan d'établissement précis qui permet et qui favorise le développement d'actions en faveur des ODD dans votre université. Donc, je pose la question à chacun. Carla. Oui, Muriel, effectivement, en 2015, au moment où l'Organisation des Nations Unies a adopté les 17 objectifs du développement durable, nous avions déjà à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth pas mal d'actions. Mais dans le prolongement de cet acte international, nous avons voulu aller vers une rationalisation et une expansion de ces actions. Donc déjà, nous avons mis en place à l'époque la chaire de l'éducation à l'éco-citoyenneté et au développement durable, avec une ONG de la société civile, la Fondation Diane. Quelques années plus tard, nous avons, comme vous l'avez cité tout à l'heure, rejoint le Pacte mondial des Nations unies pour le développement durable. Nous avions déjà pris cette décision stratégique au moment de la réflexion autour d'une sorte de nouvelle charte, la vision ESG 2025, qui faisait une large place au développement durable. Et finalement, s'engager au sein de ce pacte mondial, c'était une façon, au fond, d'assumer ce choix et en même temps de s'inscrire dans une démarche de reddition des comptes, puisque en tant que partie prenante, nous devons soumettre un rapport annuel et faire état de nos améliorations, de nos faiblesses et se soumettre donc à une évaluation externe. Donc, partant de là, nous avons mis en place une commission au sein de l'université pour piloter ce projet. Bon, vous avez dit, je suis à sa tête, et donc imaginez, si vous voulez, la méthodologie. Et à ce niveau, l'adhésion à ce pacte mondial, finalement, nous permettait aussi de bénéficier de certaines méthodologies, de l'échange des bonnes pratiques, et donc ce qui quand même nous a considérablement facilité la tâche pour avoir au fond une vision globale qui tient compte de nos trois missions, c'est-à-dire l'enseignement, la recherche et le service de la société, et l'introduction donc dans la gouvernance des ODD. Donc voilà comment nous avons procédé pour l'ESG. Merci, merci Carla. Alors, pour Alexandra, pour l'Université libre de Bruxelles, est-ce qu'il y a aussi un cadre, un plan d'établissement qui favorise les ODD? Et si c'est le cas aussi, comment a-t-il été développé, créé? Comment ça s'est passé dans votre université, Alexandra? Alors oui, il y a un cadre. Disons que l'Université libre de Bruxelles, juste pour mettre le contexte, on est une université urbaine. Donc ça, c'est un point important. 35 000 étudiants, 8 000 membres du personnel sur différents sites, différents campus, mais en pleine région bruxelloise et région wallonne. Et donc, depuis 2006, on avait démarré par une politique environnementale, donc de la gestion des campus, faire en sorte que notre impact environnemental au niveau de la gestion opérationnelle, comme on appelle des campus, soit mis en place. Elle a évolué en 2012 avec Rio plus 20, où là, on a intégré l'enseignement et la recherche. Donc, on avait déjà des fameux plans d'action au niveau de la gestion des campus, mais on a intégré l'enseignement et la recherche au niveau de la durabilité. Et effectivement, il y a 4 ans, on a intégré dans ce plan d'action et de stratégie de politique de durabilité en 4 axes les ODD. Alors, on les a intégrés d'une manière à ce que on travaille toujours avec nos 4 axes qui sont enseignement, recherche, gestion des campus et troisième mission, donc notre rôle dans la communauté, dans la région. Mais maintenant, on a identifié chacune de nos actions par un ODD, ce qui nous permet d'avoir des indicateurs, de pouvoir comparer des indicateurs, ce qui nous permet aussi en interne de travailler la transversalité. Parce que très souvent, quand on avait notre politique environnementale, les enseignements se sentaient moins concernés ou peu concernés, on va dire. Dans la recherche, ils ne voyaient pas très bien. Tandis qu'avec justement ces 17 ODD, on peut maintenant, chacune de nos actions, l'identifier par ODD. Et ça, c'est assez pratique pour casser les silos du fonctionnement d'une université. Également, c'est un impératif, à mon avis, dans plusieurs années financières, dans le sens où on va nous demander patte blanche et de nous montrer comment vous fonctionnez au niveau des 17 ODD. Nos rapports environnementaux vont sortir au niveau des rapports ODD. Donc, voilà comment on l'a intégré. J'espère avoir répondu succinctement. Merci Alexandra. Oui, non, mais tu as raison de noter ce plan financier. C'est vrai que maintenant, les budgets aussi, notamment européens, vont être soumis à cette intégration
des enjeux socio-environnementaux hein, dans la présentation des projets. Donjai, pour l'Université de Maurice, quel est votre plan d'établissement et comment intègre-t-il les objectifs de développement durable? Merci Muriel. Très rapidement, l'Université de Maurice, 54 ans d'existence, une université avec 10 000 étudiants, un personnel autour d'un millier, 300 enseignants-chercheurs, 7 facultés, l'agriculture, les sciences, l'ingénierie, droit-gestion, informatique et aussi sciences sociales et humaines. Et donc, il est très important de mettre cette notion de durabilité vraiment au cœur de nos objectifs stratégiques. C'était très important. Et à ma prise de fonction comme président d'université en 2017, c'est précisément ce que j'ai fait. J'ai placé donc la durabilité au cœur de nos objectifs. Et bien entendu, la durabilité est un concept, mais il faut que ça se traduise en action. Donc les EDD nous offrent cette plateforme extraordinaire pour pouvoir transformer cette stratégie, ces objectifs en actions concrètes. Donc, en 2017, nous sommes arrivés avec cette vision de vouloir sortir l'université de cette tour d'ivoire, de cette image de tour d'ivoire. Et nous avons placé au cœur de nos objectifs donc l'innovation, en ayant l'université comme un des partenaires avec le public, avec le privé et la société civile pour arriver à développer donc des actions. Nous sommes très ancrés sur cette idée de partenariat pour précisément transformer l'université. Donc, dans cette idée-là, nous sortons de cette université traditionnelle qui se concentre sur le développement du capital humain et du capital intellectuel par l'enseignement et la recherche, mais nous nous focalisons aussi sur le développement du capital entreprise, travailler étroitement avec le secteur privé et travailler aussi avec la société civile, c'est-à-dire développer donc ce capital social. Donc, voilà un petit peu les grands axes et nous trouvons que précisément donc les EDD, bien que ça soit une initiative planétaire, nous permet d'agir vraiment localement et de résoudre des problèmes locaux. Et ça, c'est très important. Juste un chiffre, je me suis amusé un petit peu à voir un petit peu les cibles au niveau des EDD et à voir un peu l'apport du secteur public, privé, l'université dans chacun des EDD. Et j'arrive avec ce pourcentage de 46% des EDD qui ne peuvent pas être déclinés s'il n'y a pas ce partenariat gouvernement, secteur public, université, secteur public, université, secteur privé, ou alors gouvernement, secteur privé. Donc, ce partenariat est capital pour pouvoir mener à bien donc, ces EDD. Et donc, ça s'insère bien dans ce que nous sommes en train de faire, développer davantage le partenariat. Merci. Donc, tu soulèves bien le rôle central des universités. Peu importe le bout par lequel on le prend, l'université doit avoir sa part dans la résolution des enjeux sociaux et environnementaux. Stéphane, pour l'Université catholique de Lille, quel cadre favorise le développement des ODD au sein de cette université et pourquoi l'université a donné une place réelle aux ODD? Alors, bonjour. D'abord, en quelques mots, la Catho de Lille, c'est 25 000 étudiants, une université très urbaine, Lille dans le nord de la France. Alors, il n'y a pas à proprement parler un programme ciblant les ODD. Il y a un plan développement durable et inclusion. En fait, l'université a, depuis quelques années, pas mal contribué aux travaux de la FIUC, la Fédération internationale des universités catholiques, dans la création d'un référentiel d'évaluation en matière de RSU, de responsabilité
social des universités. Et donc la Cato de Lille a contribué à ces travaux-là et s'inscrit dans ce schéma-là. Notre président recteur, en fait, actuel, en développant son programme qui s'intitule « Notre université, une chance pour les transitions », au cœur des transitions, s'inscrit dans le programme de son prédécesseur qui avait fait naître dès 2012 une multitude d'écosystèmes innovants. Là où l'université est implantée dans la ville, entendez les écosystèmes innovants comme des tiers-lieux, des labs, on dit chez nous, mais de forme très variée, où l'université cherche à innover avec toutes les parties prenantes partenaires des quartiers dans lesquels elle est inscrite. Donc, pas simplement parties prenantes dans ces bâtiments, mais à l'échelle des 3-4 quartiers dans lesquels elle s'inscrit. Alors, un petit peu plus concrètement, à mon niveau, à moi, celui des Living Labs, depuis 2012, l'université a contribué à la création de 3 Living Labs dans 3 quartiers de Lille, dans 2 quartiers qui sont plutôt anciens, des quartiers historiques de Lille, le quartier Vauban ou le quartier Moulins, mais aussi elle a contribué à la naissance d'un nouveau quartier, on dit un nouveau quartier de ville en périphérie de la ville, au nord-ouest de l'agglomération de Lille, dans le quartier Humanicité. Et sur chacun de ces 3 quartiers, l'université a poussé un thème différent. Dans le quartier Vauban, l'université va travailler un Living Lab qui porte davantage sur la transition énergétique et écologique en s'appuyant plutôt sur sa fac de sciences ou bien ses écoles d'ingénieurs. Dans le quartier Humanicité, le nouveau quartier, la Cato, l'université va travailler au mieux vivre ensemble avec toutes les parties prenantes, habitants, salariés de ce nouveau quartier. Et dans le quartier Moulins, adossé à un EHPAD qui fait partie de la fédération de la Cato de Lille, on va travailler sur le sujet du bien vieillir ensemble. Voilà. Et donc moi, je dirige les 2 Living Labs sur le quartier Humanicité et le quartier Moulins. Merci Stéphane. Donc on voit bien que vos 4 universités qui sont très engagées dans la durabilité ont des cadres, même s'ils sont différents, même si c'est un plan, comme tu disais Stéphane, un plan développement durable, ou si c'est un plan d'établissement global, comme tu le disais d'Anjay, ou une commission ODD, comme tu le décrivais, Carla. Chaque université choisit son cadre, mais en tout cas, ils existent dans vos universités et on voit bien que c'est quand même par là qu'il faut commencer. C'est avec ce cadre aussi qu'ensuite on peut développer des actions. Donc maintenant, si nous rentrons justement dans le volet action concrète et notamment sur le volet climat, une question pour Inès. Comment les universités peuvent-elles donc contribuer au respect de l'environnement et de la biodiversité? Que peux-tu nous dire du plan climat? Oui, donc merci Muriel. Donc, je vais vous présenter en quelques mots très rapidement le plan climat de l'ULB. Donc, on l'a lancé en 2019 sous l'impulsion des marches pour le climat qui avaient lieu. Il y a aussi dû à la pression de la mobilisation de toute notre communauté, donc les étudiants, le monde du personnel. Et il s'agit véritablement d'une feuille de route pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Donc pour nous, c'était vraiment impératif d'avoir un plan d'action avec des échéances claires et pas juste un plan stratégique, puisque ça, on a déjà, donc pas juste des engagements, mais vraiment des actions. Et l'idée, c'était aussi d'avoir un chapeau qui permettait de coordonner un ensemble d'actions déjà existantes, quelque part de les soutenir, d'accélérer leur mise en œuvre et aussi de lancer de nouvelles dynamiques. Et le plan climat permet aussi de travailler de manière transversale sur plusieurs domaines, que ce soit la mobilité, l'énergie, la biodiversité, les aménagements du campus, etc. Et donc, quelques mots sur la méthodologie. On voulait que ce soit une démarche participative, donc on a eu des groupes de travail thématiques qui réunissaient des professeurs, des chercheurs, du personnel administratif et des étudiants. Et ensuite de ce groupe de travail thématique, on a sorti une matrice avec une 60aine d'actions, rien que pour les thèmes énergie et mobilité, qui sont en fait nos 2 postes principaux d'émission, et donc c'est les postes sur lesquels on se concentre en priorité. Et comme je le disais, on voulait que ce soit un plan qui active directement des actions. Donc, on l'a pensé comme quelque chose d'itératif. Donc, l'idée, ce n'était pas d'avoir un plan hyper détaillé, mais bien pouvoir directement actionner un ensemble d'actions, puis de dire commencer leur mise en œuvre, et puis ainsi de suite, de quelque part retravailler sur un autre ensemble d'actions plus tard. Et donc, on a dû donner une priorité à toutes ces actions, ce qu'on a fait en utilisant une série de critères, comme par exemple le potentiel de réduction d'émissions,
l'investissement qui est nécessaire, le retour sur investissement, etc. Et donc, de ça, on a dégagé 6 actions à mettre en œuvre, à démarrer directement. Donc, sur mobilité, par exemple, on a une action qui est la mise en place d'une politique de déplacement professionnel dans une optique de rationaliser l'utilisation de l'avion. Sur énergie, on a des actions comme mettre en œuvre un plan de rénovation structuré, travailler sur des techniques efficaces de réduction énergétique, etc. Parmi ces actions, on en a qui sont finies, d'autres qui sont en cours et d'autres qu'on démarre. Et en parallèle, on travaille aussi à un système qui permet vraiment de monitorer, de suivre l'impact de ces actions. Et on regarde aussi comment on peut intégrer notre plan climat avec les plans climat des villes et des régions dans lesquelles on se trouve. On va également se pencher cette année sur la résilience de nos campus face aux effets du changement climatique et à plus long terme, donc à l'horizon 2050, voir comment on peut contribuer à la neutralité carbone planétaire. Et donc là, il y a un lien évident qui se fait avec les missions principales de l'université, donc l'enseignement et la recherche. Ok, bah, merci, hein, c'est un plan vraiment ambitieux et qui est bien déjà avancé, hein, donc bravo pour ces actions déjà en faveur de la lutte contre le changement climatique. Alors, Dongjai, cette urgence climatique, elle est bien connue dans l'océan Indien, hein, vous êtes une zone confrontée vraiment souvent en premier, hein, les cyclones particulièrement par exemple. Que peut faire ton université, l'université de Maurice, seul ou avec le gouvernement et les partenaires, comme tu les citais tout à l'heure, pour contribuer à cette lutte contre le changement climatique? Oui, en effet, tu le rappelles bien, il y a quelques années, nous étions, en termes de risque, nous étions classés 16e sur le plan mondial. Et nous avons travaillé, donc le gouvernement a beaucoup travaillé. Nous avons mis en place précisément le centre donc, de gestion et réduction des risques liés donc, aux catastrophes. Et avec tout le travail qui a été fourni au fil des années, pas beaucoup d'années, donc à vrai dire, quelques années. Le dernier classement que j'ai eu sous la main, je suis content de voir que Maurice a fait d'énormes progrès parce que nous sommes à la 53e place. Nous sommes passés de 16 à 53. Le risque a un peu diminué, mais évidemment, il ne faut pas trop donc s'en réjouir. Nous restons, compte tenu de nos moyens limités, et aussi, nous ne pouvons pas nous lancer dans d'énormes chantiers. Donc, nous avons choisi, nous, pour notre part, l'université, de limiter donc nos actions vraiment aux EDD, parce que nous pensons que là, c'est le moyen réellement d'impacter. Quand je parle d'EDD, ça veut dire pour nous les cibles. Je vais prendre deux exemples en ce qui concerne donc l'ODD ici dont on parle, donc le changement climatique. Nous avons par exemple, nous travaillons en étroite collaboration avec le secteur public à mettre en place donc des politiques. Très souvent, donc, les ministères n'ont pas les experts nécessaires. Nous travaillons en étroite collaboration avec donc, les différents ministères à mettre en place donc, toutes les politiques concernant, par exemple, les gaz à effet de serre, donc l'ozone, risques liés donc, aux catastrophes naturelles. Nous occupons une place très importante avec le secteur public dans la minimisation donc, de ces risques. C'est très important aussi donc, que je rappelle que l'université a démarré en octobre de l'année dernière, en travaillant précisément de concert avec le ministère de l'Environnement, à mettre en place un observatoire de recherche en environnement. L'observatoire de recherche l'observatoire national a été mis en place par donc le ministère et l'université s'occupe de développer toute la partie recherche, recueil des données, etc. et à mettre à disposition toutes ces données-là à l'ensemble donc de la population. Et donc, encore une fois, nous sommes en train de répondre précisément à la cible 13.1, qui s'appelle résilience et donc adaptation.
à la cible 13.3, par exemple, qui s'occupe de tout ce qui est amélioration de l'éducation, la sensibilisation et les capacités individuelles et institutionnelles. Nous sommes en train de lancer en septembre de cette année, au démarrage de notre nouvelle année donc universitaire, un nouveau programme que nous allons mener conjointement avec l'université de Prince Edward Islands, donc au Canada, et nous démarrons un bachelor en ce qu'on appelle Applied Climate Change and Adaptation. Donc, précisément, c'est pour justement non seulement former les gens, la population estudiantine à Maurice, mais aussi nous regardons vers l'Afrique et une partie de l'Asie. Donc, c'est très important pour nous de toucher aussi donc le continent africain et nous mettons en place ce programme-là. Et encore une fois, que faisons-nous? Nous sommes en partenariat. C'est pas nécessairement un partenariat local, mais là, c'est un partenariat au niveau international. Nous travaillons avec l'université. Je peux citer comme ça d'autres partenariats, pas nécessairement pour répondre à l'ODD 13, mais dans d'autres secteurs. Par exemple, nous travaillons étroitement avec l'université Paris-Cergy et nous menons ensemble un bachelor en data science à l'université de Maurice avec l'aide de Paris-Cergy et qui répond à une des cibles donc de l'ODD 9. Donc voilà un petit peu en gros comment nous arrivons à mettre donc des actions. Oui. Donc là on voit bien que l'université évidemment peut contribuer aux enjeux socio-environnementaux par la formation, par l'expertise, par la recherche. Et bien sûr, toujours dans ce cadre de l'ODD 17, qui sont les partenariats que tu mets vraiment en avant dans la politique de développement de ton université. Alors, Carla, toujours un petit peu sur la question climatique, comment dans un pays comme le Liban, tu le signalais, qui n'a pas de réglementation vraiment sur les questions climatiques ou de la biodiversité, comment l'université peut y travailler? Donc, effectivement, Muriel, il y a des lacunes certaines à ce niveau et nous sommes très isolés. Donc, je voudrais donner quelques exemples, mais ceci n'empêche que ça me rend la question que plus urgente. Et c'est peut-être ça aussi qui nous fait prendre conscience et qui nous a fait décider qu'il fallait y aller. Nous n'avions pas vraiment beaucoup d'options. Donc, je voudrais donner à ce niveau, vous présenter deux projets rapidement qui visent l'environnement et la biosphère, qui sont déjà en route depuis quelques années. Et il faut savoir et garder en tête que l'Université Saint-Joseph de Beyrouth a quelques 13 000 étudiants dispersés sur 8 campus au Liban. Donc 5 dans le Grand Beyrouth et 3 dans chacune des régions, ce qui est en même temps un défi puisque la rationalisation est plus compliquée d'une part, et d'autre part peut-être nous donne un ancrage national, nous permet d'avoir une sorte d'audience nationale aussi, de ne pas être enfermé dans une région ou l'autre. Donc, et à ce niveau, donc la chaire de l'éducation à l'éco-citoyenneté au développement durable que j'ai cité tout à l'heure, on lui a demandé de nous présenter un projet USJ Université Verte et que nous avons donc discuté bien sûr en interne et adopté en 2017. Et donc, il y a plusieurs composantes, pas mal de ramifications qui s'inscrivent donc dans les ODD 11, 12 et 13, puisqu'on est en même temps sur un périmètre urbain et aussi dans les régions donc parfois où l'urbanisation est moins importante. Et donc, on va, dans ce cadre-là, donc on a une série d'activités, je vais en citer quelques-unes. Donc, les sessions de sensibilisation, bien sûr, et en interne, pour tous les étudiants de l'université, en particulier les responsables étudiants, et en externe. Et on a pu atteindre une centaine d'écoles du nord au sud du pays, avec tous leurs écoliers. On a des programmes dédiés à la gestion durable de l'eau dans le cadre des 8 circonscriptions administratives du pays et qui ciblent essentiellement les municipalités et les ONG locales. Donc, tout à fait d'accord sur ce qui se disait tout à l'heure sur l'importance des partenariats nationaux et internationaux pour tous ces projets. Il y a aussi la dimension recherche qui n'est pas oubliée à travers, par exemple, l'octroi de bourses de thèse pour inciter aussi à aller plus loin dans ce domaine. Nous avons reçu un prix de l'Organisation mondiale de la santé pour notre projet Université sans tabac, qui fait partie donc de ce plus grand projet fédérateur
USJ Université Verte. Nous menons le tri, la réutilisation et la réduction des déchets, et c'est là que l'absence finalement d'organisation de la part de l'État nous laisse assez livrés à nous-mêmes. Donc, nous avons dû organiser la chaîne d'un bout à l'autre, puisque si nous trions à l'intérieur, il fallait que le tri se prolonge. Et donc, nous avons aussi dû monter des partenariats et des modalités de traitement de ces déchets, y compris, par exemple, pour les déchets hospitaliers, puisque nous avons aussi un centre hospitalier universitaire. Et donc, aussi une politique de réduction de la consommation d'énergie et de production d'énergie renouvelable. Je peux vous assurer qu'aujourd'hui, on se félicite parce que le Liban est en très forte crise. Nous avons, entre autres, des coupures de courant très récurrentes. Et le fait que nous soyons, pour certains de nos campus, autonomes, finalement, nous aide et a été très, très utile pour nous, donc pour l'environnement et tout simplement pour continuer à y voir clair aussi, parfois, dans nos locaux. Donc, ça, c'est pour le projet Université USJ, Université Verte. Alors, en termes de biosphère, là aussi, le Liban est formellement membre du programme de l'UNESCO sur l'homme et la biosphère, qui s'appelle, n'est-ce pas, le MAB pour Man and the Biosphere. Or, bon, le MAB, finalement, s'appuie sur un réseau de réserves de biosphère, les RB, qui sont finalement des territoires privilégiés qui représentent une mosaïque terre naturelle protégée, de patrimoine culturel et, si vous voulez, de collectivités locales qui ont aussi droit, n'est-ce pas, à la vie et à la survie économique et équitable. Donc, le MAB Liban existe, sauf que depuis 2011, il n'a pas encore tenu une seule réunion. Depuis sa mise en place, donc 10 ans plus tard, il n'y a pas encore eu une réunion. Donc, comme vous voyez, finalement, les réserves de biosphère sont livrées à elles-mêmes. Et c'est là que nous sommes intervenus en 2018 avec d'autres partenaires libanais et internationaux dans le cadre d'un projet d'ailleurs Erasmus+, pour finalement construire un réseau exactement comme c'était dit, entre les universités, entre les territoires et essayer bien sûr d'impliquer les agences nationales et les décideurs politiques. Et donc, dans ce cadre, nous avons aussi plusieurs types d'activités. Nous avons par exemple la production d'un matériel pédagogique et d'un MOOC. Donc, nous intervenons en particulier sur 2 réserves de biosphère et donc, bien sûr, qui aide beaucoup aussi à la communication, à la sensibilisation sur ces questions. Nous avons naturellement un volet recherche et il y a donc aujourd'hui aussi toutes les équipes, et ça c'est quelque chose de très bénéfique pour l'université, c'est-à-dire que ce sont des équipes multidisciplinaires, puisque vraiment les biosphères, les réserves de biosphère, ce sont des laboratoires grandeur nature, finalement, qui impliquent aussi bien les historiens que les géographes, que les chimistes, etc. Donc, on a pas mal avancé aussi sur ces questions-là. On a mis en place 2 laboratoires spécialisés, biodiversité et génomique fonctionnelle et conservation et germination des semences, sachant qu'on n'a pas une banque de graines nationale. Ouais. Donc, voilà, je ne voudrais pas être très longue. Je pourrais bien sûr revenir à d'autres dimensions, mais toute l'idée était, si vous voulez, de ne pas laisser cette question sans réflexion, sans recherche, et comme ça, laisser, voilà, oui. sans stratégie. Oui, donc là, c'est là aussi qu'on voit que dans certains pays, quand l'État est défaillant, hein, pour plein de raisons, l'université peut aussi jouer un rôle capital, pratiquement politique, hein, pour occuper l'espace, là, dans ce cas-là, de protection de la biodiversité. Donc, on voit bien que même sur des questions ou des sujets aussi complexes que la biodiversité ou le changement climatique, l'université a tout à fait sa place et peut apporter, contribuer, soit par des actions de recherche, de formation, d'interdisciplinarité, comme tu l'as signalé, Carla, et toujours en lien avec la société qui l'entoure, la communauté qui l'entoure, les partenaires qui sont dans son écosystème. Et donc, à chaque fois que vous présentez des choses, hein, c'est vraiment récurrent, on a les domaines d'expertise de l'université qui s'associent à l'écosystème et au territoire de l'université pour générer des solutions communes qui viennent faire face aux enjeux sociaux et environnementaux. Alors, parlons un petit peu des étudiants qui sont évidemment un levier aussi central pour les universités et qui sont souvent les moteurs, hein, qui font pression et qui partent du bas et qui font remonter
jusqu'aux hautes autorités universitaires la demande de changement. Alors Inès, est-ce que tu as une expérience que tu voudrais partager des associations étudiantes à l'Université libre de Bruxelles? Oui, je voulais vous parler du Student Green Office. Donc, c'est, on va dire, un bureau étudiant qui a été lancé par notre service en 2016 sur base du modèle des Green Office. Donc, il y a un réseau de Green Office qui existe avec plus de 60 initiatives par le monde. Et donc, l'idée de ces Green Office, c'est d'avoir des étudiants pour des étudiants. Et donc, chez nous, les étudiants, leur rôle, en fait, ce sera de mobiliser, engager la communauté étudiante sur des projets qui sont liés à l'environnement. Donc, ils vont mener des actions d'information, de sensibilisation. Ils vont aussi essayer d'associer les étudiants à des réflexions sur des plans institutionnels, par exemple. Et puis, ils vont concevoir des projets qu'ils portent eux-mêmes et qu'ils mettent en œuvre avec l'aide, par exemple, d'autres étudiants. Et donc, pour l'université, on va dire que le bénéfice, c'est que c'est vraiment un moyen supplémentaire d'aller toucher et d'engager d'autres étudiants. Et puis, pour les étudiants qui travaillent dans le Green Office, ils gagnent en connaissances sur les enjeux liés à la durabilité, à l'environnement, et puis en compétences, donc que ce soit de la gestion de projet, de la communication, de la gestion d'équipe, donc toutes des compétences qui seront certainement très utiles après pour leur vie professionnelle. Et puis, je voulais aussi mentionner une autre initiative, c'est ce qu'on appelle le SEED, donc pour semer la durabilité. Et donc là, c'est l'idée de relier une demande qui peut émerger soit d'acteurs du campus, soit de la société civile, à un étudiant encadré par un prof dans le cadre d'un cours. Et donc, l'idée, c'est vraiment de faire travailler les étudiants sur des projets très concrets dans une optique de durabilité. Et donc, pour mentionner deux exemples, on a fait travailler les étudiants de notre faculté d'architecture sur l'accessibilité de nos campus aux personnes à mobilité réduite, ou par exemple, on a fait travailler nos étudiants du master de gestion sur la mise en place d'un système de suivi des émissions de gaz à effet de serre des déplacements professionnels. Donc, c'est une autre manière d'engager les étudiants. Mmh. Merci. C'est vrai que les Green Office, hein, c'est un élément intéressant pour le public qui nous écoute, hein. Il y a carrément un réseau international, mais il y a aussi des outils qui se trouvent sur Internet, hein, et qui permettent aux étudiants de créer leur Green Office au sein de l'université. Donc, ce n'est pas si compliqué. Du coup, tous les outils sont déjà là. Alexandra, comment l'université aussi peut contribuer à former des citoyens responsables, hein, qui vont donc prendre en compte ces enjeux sociaux et environnementaux? Que dirais-tu à l'ULB sur l'intégration du développement durable dans les formations? Alors, là, je vais vous présenter un projet institutionnel donc, qui est en cours depuis 5 ans, qui s'appelle Educo, qui est documenté, qui est en ligne sur notre site web. Donc, il faut savoir qu'on est une université complète avec 12 facultés et chaque faculté a sa totale autonomie. Et donc, on n'est pas à un lieu où c'est centralisé sur les décisions, intégrer un nouveau cours sur la durabilité. Et donc, on est arrivé avec ce projet Educo qui avait comme vision, surtout maintenant avec les accords, maintenant, depuis quelques années avec les accords de Bologne, où tout étudiant, quelle que soit sa discipline, quel que soit son parcours, donc qu'il arrive en bachelier ou en master, ou qu'il arrive en bachelier qui parte ou qu'il arrive qu'en master, ou qu'il arrive en formation continue, même après, troisième cycle, c'est que quel que soit son parcours et sa discipline, il soit en tout cas informé de manière scientifique et rigoureuse des grands enjeux sociétaux. Ça, c'est d'une part. Et deuxièmement, l'autre vision, c'est qu'ils sachent gérer ça. Ça veut dire avoir la pensée systémique, l'approche transversale. Voilà, je ne vais pas m'attendre là-dessus, mais ça, c'était la vision. Pour réaliser ça, on est vraiment parti d'un projet institutionnel avec une approche à la fois bottom-up et top-down. C'est-à-dire qu'on a créé au sein de notre service un équivalent temps plein pour conseiller, informer, sensibiliser chaque professeur qui le souhaite. Donc au départ, c'est sur base volontaire. Comment intégrer la durabilité au sein de son cours même, comment modifier, comment travailler. Donc les professeurs de langue nous ont dit super intéressant, nous on pourrait travailler sur des articles de fond scientifiques dans la langue. Le doyen de faculté de pharmacie qu'on a été abordé, il a dit la durabilité, mais c'est pas tellement. Nous, on est durable dans tout. Donc, on a dû dire, oui, dans la gestion des déchets, des médicaments. Donc, toute cette approche-là qu'on a mis en place au niveau
de l'enseignement sème des petites graines, on va dire, dans chacune des facultés. Ça, c'est une approche. Une deuxième approche qu'on a mis en place aussi, c'est qu'on a créé une plateforme parce que généralement, les professeurs nous disent c'est super, mais on n'a pas le temps. On ne sait pas comment faire, on ne sait pas comment démarrer. Vous, vous êtes dans plein de réseaux, vous suivez la durabilité depuis 12 ans. Informez-nous, donnez-nous du contenu, mettez-nous en réseau, mettez-nous en contact l'un avec l'autre parce qu'on est encore très fort en silo au niveau des facultés. Donc, on a créé une plateforme interne d'échange de bonnes pratiques, qui est extrêmement importante et utile pour les académiques et les chercheurs. On a également créé une communauté, ou en tout cas ça en phase de création d'une communauté d'échange. On se rend compte qu'en fait, chacun est dans sa discipline, dans son silo, et travailler en systémique, c'est travailler transdisciplinarité. On a également, certaines facultés ont démarré avec des projets très concrets et très intéressants. Donc, c'était toujours, par exemple, c'est souvent ce qu'on appelle, nous, des ambassadeurs ou des enseignants pilotes. Donc, par exemple, un exemple de la faculté de Business School de l'université, la Solvay Business School. Ils ont décidé de faire un parcours depuis la bachelier jusqu'à la fin des masters, vraiment un parcours où l'étudiant, que ce soit en statistique, en études, des chiffres, en application économique et de l'information sur la durabilité de la business school. Et il y a énormément de demandes. Donc, je dirais que c'est des approches qui sont tout en nuances. On a également fait, et ça, on peut le partager également sur base d'autres réseaux dans lesquels on est, des réseaux francophones, on a fait un inventaire de tous nos cours et de voir dans les cours où se donnait la durabilité et sous quelle forme. Donc, on a dû déjà s'agorter sur la notion de définition de durabilité. Et on peut maintenant vous dire qu'il y a 845 cours qui abordent les notions de durabilité, mais il n'y en a que 145 qui sont en profondeur. Voilà. C'est des indicateurs qui nous sont utiles, qui sont des démarches qui prennent du temps, mais qui sont indispensables pour mettre la dynamique en place. Voilà. J'espère ne Oui, pas non, avoir été trop long. oui, non, merci. Encore un aspect vraiment très ambitieux, puisqu'il est toujours très difficile d'intégrer en transverse la durabilité dans toutes les professions, hein. Beaucoup d'étudiants demandent aussi, par exemple, voilà, je suis en train d'être formé comme ingénieur ou comme avocat. Comment puis-je intégrer ces enjeux et comment puis-je les appliquer aussi quand je serai comment puis-je appliquer des solutions durables quand je serai professionnelle? Donc, c'est vrai que c'est très important que les universités l'intègrent dans les cursus de formation pour qu'il y ait non seulement cette prise de conscience, mais aussi des solutions qui soient apportées et que du coup, ces professionnels pourront porter comme individus et comme professionnels. Alors, Stéphane, tu travailles, comme tu l'as dit, au sein de tiers-lieux et dans des labs. Que dirais-tu du lien étudiant avec les populations locales que touchent les projets que vous développez? Alors, je dirais qu'il y a un accompagnement qui est indispensable, pas simplement entre l'étudiant et le terrain, mais aussi entre le prof, l'étudiant et le terrain. Vous l'avez compris, en fait, nos Living Labs sont immergés dans des quartiers. Et donc, on propose aux habitants, aux acteurs du quartier la démarche Living Lab et on fait en sorte de faciliter l'accueil des étudiants qui sont toujours au service de problématiques de quartier. Et donc, les étudiants se mettent au service de collectifs informels, des fois, parfois même au tout début des projets, ça peut être des collectifs très diffus d'habitants qui veulent, par exemple, rénover un parc urbain, créer un jardin partagé. Et donc, le boulot des consultants facilitateurs en Living Lab, c'est d'être une passerelle entre l'étudiant et le terrain pour que le terrain devienne un lieu d'apprentissage, alors que ce n'est pas leur job s'ils ne sont pas formés pour ça, mais aussi pour permettre aux profs qui accompagnent, qui encadrent les étudiants de changer de posture, de pouvoir, au-delà du projet, du temps d'intervention de l'étudiant, de faire le lien dans le temps avec le collectif d'habitants sur plusieurs semestres, voire plusieurs années. Donc, très concrètement, quelques exemples. Je citais celui du jardin partagé. Hein, donc là, ce serait certainement écho à l'ODD 15 sur la vie terrestre. On a un groupe d'étudiants, d'élèves ingénieurs qui a travaillé avec un collectif d'habitants pour l'aider à designer un jardin partagé
potager, le type de culture qu'il fallait mettre dessus. Est-ce que c'était du jardin divertissement éducatif pour les jeunes enfants ou alors de production maraîchage? Et puis, comme on est en milieu très, très urbain, de regarder s'il y avait certaines pollutions des sols et comment on pouvait faire, parce que le sol était pollué, une culture hors sol. Et donc, il y a des échanges de savoir entre les habitants et les étudiants. C'est à double sens, hein. Les étudiants ne sont pas des sachants et ça s'accompagne aussi. D'autres élèves ingénieurs ont aidé un collectif d'habitants à créer, à devenir d'abord des maîtres composteurs et puis après faire en sorte que les habitants deviennent eux-mêmes des formateurs pour leurs voisins et leurs voisines. Donc là, ce serait certainement cibler un autre ODD, je pense plutôt à l'ODD 11, hein, ville et communauté durable. On est plutôt sur les logiques communautaires durables. Et puis, pour donner un exemple un peu différent, pas toujours sur le végétal et le jardin, on a d'autres étudiants qui travaillent avec cette fois-ci un collectif de direction d'établissements du médico-sociaux qui cherchent à optimiser de la gestion de parking souterrain, parking de surface. Donc là, on est sur les sujets innovation, infrastructure, ODD numéro 9. Et donc, c'est à la fois des sujets d'usage, certainement comportement des habitants dans la manière de stationner, d'utiliser un parking, mais aussi des sujets techniques de foisonnement de places de parking. Donc c'est un peu d'automatisme et d'informatique et il faut que les étudiants à la fois en SHS et puis en sciences de l'ingénieur trouvent à travailler ensemble. Et donc tout ça, ça s'accompagne et c'est pas forcément, j'allais dire, dans le métier, dans le poste du prof un peu classique, de gérer ces situations qui sont en fait des formes d'apprentissage vraiment par projet, hein, tout simplement. Voilà. Et donc, il faut transformer ces situations terrain, ces demandes informelles de quartier en situation pédagogique. Et donc, on fait finalement pas que de la formation des étudiants. Hein, tu disais, on forme les étudiants. Mais là, en fait, on forme aussi un peu les habitants. Et c'est le principe, en fait, on croise les savoirs, hein, les savoirs académiques et des savoirs de vie, de quartier. Et ça, c'est très utile pour développer chez nos étudiants des compétences collaboratives. Donc, de savoir développer leur capacité à travailler dans un groupe, quand ils travaillent dans un groupe d'étudiants, mais des fois dans un groupe étudiants-habitants, de travailler pour un groupe, quand ils sont au service d'un collectif citoyen, par exemple, ou alors de travailler avec un groupe d'étudiants, avec un groupe d'habitants, qui n'a pas le même langage, pas le même rythme, pas la même culture, pas les mêmes intérêts. Voilà. Donc, de finalement développer des compétences collaboratives, les fameux soft skills, mais essentiels dans tous ces sujets de transition, en fait, hein, de transformation. Oui, non, là, merci beaucoup pour ces exemples précis. Et ça ressort de tous les exemples que vous citez, hein, c'est à chaque fois transdisciplinaire, interdisciplinaire, collectif, collaboratif. Hein, c'est, comme tu le disais, ça croise les savoirs, ça croise aussi les partenariats. Hein, vraiment, la feuille de route des objectifs de développement durable implique et oblige à ces nouvelles aussi, à ces nouveaux fonctionnements, un collaboratif partagé et qui inclut des parties prenantes de milieux différents, hein, comme tu dis, les personnes des quartiers, les étudiants ou les formateurs. En tout cas, les étudiants ont un rôle important et comme tu disais, Stéphane, il faut aussi les accompagner dans ce rôle. Carla, en quelques mots, parce on est très en retard, en quelques mots, tu avais évoqué l'Académie de la citoyenneté de votre université. Est-ce que tu peux juste en quelques mots nous la décrire? Puisqu'évidemment, la citoyenneté aussi dans des situations politiques tendues, hein, être un citoyen, hein, c'est respecter l'état de droit, etc. Et c'est très important. Effectivement, je vais quand même donner un mot sur le contexte. Donc, nous avons, si vous voulez, des structures pour encourager l'engagement citoyen et solidaire de nos étudiants, que ce soit à l'université ou à l'extérieur. Donc, ils ont le choix entre les deux options. Et en particulier avec l'explosion du port du 4 août, donc nous avons eu pas mal de travail, de terrain à faire et beaucoup de volontaires. Et de toute façon, dans notre politique d'établissement, il y a l'encouragement des clubs, de l'organisation des étudiants. En parenthèse, parlant de ça, nous avons le club laïque qui est tout à fait contre la logique confessionnelle qui prévaut dans le pays, qui a remporté les élections estudiantines cette année dans plusieurs universités. Donc, la mise en place d'une plateforme nationale même d'étudiants est une nouvelle perspective tout à fait intéressante. Et si vous voulez, on a voulu construire sur tout ça, c'est-à-dire sur un engagement pas mal ancien à l'université au sein d'une académie.
Et donc, cette académie a aussi bien une finalité de recherche que de formation. Et l'idée n'est pas de l'ouvrir à tout le monde, mais au contraire de former des ambassadeurs, ça a été dit tout à l'heure, ou des champions qui aillent plus loin que la simple réflexion ou l'engagement citoyen et solidaire. Et le défi, il est de nouveau là parce que nous sommes dans le collaboratif, nous sommes dans l'interdisciplinaire avec aussi bien des questions d'éthique que des questions, par exemple, de transformation et de l'enjeu digital et de la dimension éthique. Évidemment, il y a aussi une dimension locale. Et je pense que ça, c'est important, la prise en compte, n'est-ce pas, du contexte local, tout en ayant toujours en tête l'ouverture vers des standards et internationaux. Donc, cette nouvelle académie, elle ne recrute que sur dossier. Donc, elle se veut sélective pour ne pas être noyée, en quelque sorte, pour pouvoir mener à terme pour des champions qui pourront, on espère, à leur tour, diffuser autour d'eux. Et elle repose en même temps sur les acquis de l'expérience et sur l'enseignement à la recherche, avec une recherche à mener à terme au bout de, si vous voulez, de la formation. Donc, voilà, en très bref, ce projet, enfin, cette académie. Merci, Carla. Alors, donc pour avancer, il est important qu'on traite un petit peu du levier recherche, innovation, entrepreneuriat, qui est un levier aussi qui évidemment se développe à l'université. Hein. Vous avez déjà parlé à plusieurs reprises de la place de la recherche ou du rôle que peut jouer la recherche ou l'innovation. Donc, on va avec Stéphane se concentrer sur un projet, un des 3 projets dont tu as parlé, donc le projet Ensemble. On va regarder une très courte vidéo et ensuite tu nous expliqueras un petit peu comment ce projet recherche-innovation entrepreneuriat a été mis en œuvre. Donc, Stéphane, je te laisse passer la vidéo. Voilà, je partage l'écran. C'est une Oui. vidéo qui illustre en fait notre brève histoire et en même temps qui explique un petit peu le métier de consultant facilitateur en Living Lab. Donc là, est-ce que vous voyez mon écran? Oui, c'est en train de venir. Vas-y. Voilà, c'est parti. Au début des années 2000, l'Université catholique de Lille et les collectivités ont dessiné les contours d'un projet urbain innovant en se posant cette question. Une autre ville est-elle possible? En 2012, les premiers habitants arrivent à Humanicité. Le défi est lancé, accompagner l'émergence d'un bien vivre ensemble en proposant une démarche participative. En 2013, l'université crée les ateliers Humanicité. Ce tiers-lieu est ouvert aux acteurs du quartier. Une équipe de l'université les accompagne pour concrétiser leurs projets collectifs avec une méthodologie appelée Living Lab. Cette démarche d'innovation sociale vise la transformation d'un territoire ou d'une organisation avec et par ses parties prenantes. Peu à peu, des professionnels de secteurs d'activité variés expriment le besoin de connaître cette démarche. Dès 2015, l'université propose la formation professionnelle, créer, piloter et animer un Living Lab. Animée par des praticiens et chercheurs, la formation permet l'expérimentation d'outils d'intelligence collective et de créativité au service de démarches d'innovation. En 2019, l'université ouvre un deuxième lab dans le quartier Moulin à Lille, en collaboration avec des acteurs du vieillissement. Le défi est ici celui du bien vieillir ensemble, qui devient un sujet de recherche-action. La personne âgée et notamment les aidants familiaux coélaborent des projets et services. Aujourd'hui, l'université propose une démarche Living Lab sur 2 territoires aux problématiques différentes, tout en développant de la formation et de la recherche. En 2020, les ateliers Humanicité deviennent Ensemble, une unité d'apprentissage en Living Lab qui accompagne des projets collectifs d'innovation sociale en cohérence avec les missions de notre université. Formation, recherche et service à la société. Pour plus d'informations, retrouve... Voilà. Je m'arrête de quelques secondes. Ouais. Oui, donc vraiment, ta vidéo est très claire. On te laisse rajouter quelques éléments. Voilà, le sujet ici, cette vidéo vise à raconter l'évolution de l'équipe, l'histoire de l'équipe sur quelques années, mais j'insiste sur, on parle plusieurs fois de lien avec la recherche, et en l'occurrence, chez nous, dans les Living Labs, c'est de la recherche
action, qui plus est, qui glisse une recherche-action participative, hein, avec ce que j'ai présenté précédemment. Mon idée ici, c'est d'insister sur le métier de ce consultant facilitateur qui cherche à créer des passerelles entre des terrains, et cette fois-ci non pas entre des terrains et des étudiants enseignants comme je l'ai précisé précédemment, mais cette fois-ci entre les terrains et des chercheurs. Et donc dans un premier temps, il faut qu'on soit, nous consultants en Living Lab, des ensembliers traducteurs, parce que quand le terrain vient nous voir avec une problématique qu'on pense être une problématique de recherche, il faut en faire un petit peu l'analyse, creuser un petit peu, savoir est-ce qu'il y a par exemple véritablement un saut technologique à faire du foisonnement de parking. Peut-être, peut-être pas. Est-ce qu'on est dans un cas spécifique qui pourrait intéresser une équipe de recherche? Et donc, on fait des allers-retours entre le terrain et l'équipe de recherche pour voir si c'est de l'expertise ou si c'est véritablement un sujet pour des Master 2 ou un sujet pour un doctorant. Et donc, ce temps-là qui a passé demande un savoir-faire particulier, celui de consultant facilitateur en Living Lab. Pour prendre un exemple concret sur le LAMU1, donc sur ces questions de transition démographique, hein, de vieillissement des populations occidentales, dans une situation pandémique où sur certains métiers d'aides-soignants, d'infirmières, on ne trouve plus de personnel, on a dans des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes des gros soucis de qualité de vie au travail. Donc là, on cible plutôt l'ODD 3, bonne santé, mais aussi l'ODD 8, travail décent, c'est un peu les deux qui sont conjugués. Et donc, on va chercher à créer des passerelles entre donc, des salariés et des résidents d'EHPAD, et d'un côté, et puis de l'autre, des psychosociologues du travail. Et donc, on va mettre en œuvre la démarche Living Lab pour travailler à organiser une transformation du travail dans l'établissement avec ces contraintes de pandémie et puis aussi de personnel sous-staffé, de turnover important. Et on va, dans une recherche-action participative, évaluer l'impact des transformations qui sont conduites avec et par les collaborateurs eux-mêmes, acteurs de cette transformation. C'est des projets qui ont mis 2 ans à peu près à s'écrire et qui vont mettre 2 à 3 ans à se conduire in vivo, in situ, chemin faisant. Donc on est vraiment dans la ligne dans l'état d'esprit de l'innovation responsable au sens de la Commission européenne, quoi. Ouais. Voilà. Et ça, c'est délicat pour des chercheurs de découvrir bien souvent ces méthodes de recherche-action participative qui sont peu valorisées dans la recherche classique, qui sont mal connues. Et donc, c'est notre rôle aussi de faire découvrir ça auprès des équipes de recherche. Oui, merci pour ces précisions. Alors, comme tu le dis, hein, c'est vrai, la recherche responsable, l'innovation sociale, donc, sont quand même en train de se développer de plus en plus. Il y a beaucoup d'universités, même dans des zones difficiles, hein, ça peut être en Asie, en Afrique, dans les Caraïbes, où notamment l'AUF, hein, l'Agence universitaire de la francophonie, développe déjà des projets d'innovation sociale au sein des universités et qui vont servir évidemment des problèmes sociétaux de l'entourage de l'université. Donc, merci pour ces précisions. Alors, on va être obligé, pour avoir le temps de répondre à quelques questions, on va juste faire un dernier petit tour de table avant de répondre à 2 ou 3 questions. Donc, du coup, d'après vous, avec tout ce qu'on a dit là, c'est-à-dire que l'université donc, a plusieurs leviers, les étudiants, la formation, la recherche-innovation, son cadre, son plan d'établissement, qui lui permet d'avancer et de contribuer à la feuille de route des 17 objectifs de développement durable. En quelques mots, on va commencer par Carla. D'après toi, quelles sont les clés du succès pour que ces actions en faveur des objectifs de développement durable fonctionnent au sein des universités? Quelles sont les clés du succès? Je crois, Muriel, que ce panel a été très riche à ce niveau et que tu as fait ce récapitulatif. Tout à fait d'accord sur ce qui a été dit, c'est-à-dire la démarche participative à l'intérieur de l'université, parce que la définition d'une politique claire, mais que toute l'université, enseignants, personnel et étudiants se sentent impliqués. Évidemment, les 17 ODD offrent un champ assez divers pour que chacun puisse finalement se retrouver plus dans un certain champ que dans d'autres. Et c'est aussi, même par rapport à l'université durable, comme je dis, les échanges internes. Donc, ça me semble extrêmement important. Et une autre clé du succès, à mon sens, donc, évidemment, avoir une politique claire, mais donc la question de ne pas se sentir seul, de ne pas être seul.
et cette question des partenariats, donc aussi bien locaux que internationaux, a été évoquée à maintes reprises. C'est aussi bien la société civile que les entreprises, que les agences de l'État, que les agences onusiennes et d'autres acteurs. Et à ce niveau, moi, je tiens quand même à saluer et à citer l'AUF, donc l'Agence universitaire de la francophonie, parce qu'elle aide énormément les établissements membres à construire des réseaux, à commencer quelque part, parce qu'il faut bien parfois commencer quelque part. Et je pense en particulier à ce dernier projet, le projet Saphir, qui en fait, si vous voulez, repose sur la promotion de la responsabilité sociale des universités à travers, entre autres, la stratégie des ODD et de l'entrepreneuriat social dans le cadre notamment d'incubateurs universitaires et de la mise en réseau. Donc, l'AUF quand même offre une aide certaine et dans cette mise en réseau qui est à mon sens aussi fondamentale une fois que la décision interne est prise. Oui, merci Carla. Oui, en effet, hein, l'AUF est engagée pour l'atteinte des ODD, bien sûr, et donc pour l'innovation sociale et la recherche responsable. Il y a plusieurs dispositifs à l'AUF hein, qui permettent aux universités membres d'avancer sur cette voie. Tu l'as cité, il y a le projet d'entrepreneuriat social Saphir, il y a un autre dispositif d'entrepreneuriat social qui s'appelle Inti Campus. Il y a également un label de l'innovation responsable qui existe, auquel les universités francophones peuvent postuler. Et il y a également un think tank, Unilab, qui a été créé il y a peu pour réfléchir à l'université durable et inclusive de demain. Donc en effet, merci de le signaler, l'AUF tente d'apporter sa pierre également à l'édifice. Alors, Alexandra, de ton côté, que dirais-tu des clés du succès? Quelles sont les clés du succès pour que l'université contribue aux ODD? Alors, je ne vais pas répéter ce que Carla a dit. Donc, effectivement, certainement un cadre et une approbation du conseil d'administration des autorités, donc une approche participative. Moi, ce que je dirais en plus ou en complémentarité, effectivement, les réseaux, c'est avoir soit un service, soit des personnes dédiées à mettre en place la durabilité. Donc, nous, on a la chance d'avoir un service avec 8 personnes maintenant, mais au départ, j'étais seule. Mais il y avait quand même quelqu'un dédié à ça. Un budget, idéalement, il ne faut pas nécessairement qu'il soit grand, mais au moins un petit budget qui permette une certaine autonomie. Travailler beaucoup à un réseau interne aussi. Donc vraiment casser les silos, aller chercher les profs, les académiques, les étudiants, écouter tout le monde. Et alors, je trouve qu'on a une opportunité immense, parce qu'avant, je travaillais dans le privé, qui est d'être dans une structure qui n'est a priori pas compétitive dans le sens rentabilité, telles que sont les entreprises, et donc utiliser nos campus comme des living labs. On a une chance inouïe, quand c'est possible évidemment, d'utiliser les campus et les territoires qu'on essaie sans une démarche commerciale qui est vraiment importante. Et alors anticiper. Donc, moi, je dis toujours que notre service est un roseau. On a 13 domaines d'action, donc on n'est pas un gros chêne avec un objectif, c'est-à-dire que si ça bute au niveau de l'université parce qu'elle n'est pas encore prête ou qu'on n'y arrive pas encore, on travaille sur un autre domaine tout en n'oubliant pas notre vision. Je pense qu'être vraiment résilient et pouvoir se mouvoir et anticiper et être prêt dès que l'université le souhaite. Donc voilà, je pense que ça, ce serait peut-être les clés du succès que je donnerais. Merci Alexandra. Donjai, quelles sont les clés du succès pour toi, pour que l'université contribue le mieux possible aux ODD, en plus des éléments qui ont déjà été dits? J'aurais bien du mal à définir donc les clés du succès. Si je regarde par exemple l'état actuel des choses et que les Nations Unies nous disent régulièrement qu'on en est loin donc l'agenda 2030, très loin même. Et donc je pense que l'université a un rôle capital à jouer. Et l'université, pour jouer ce rôle-là, doit évidemment se transformer. C'est plus le travail comme donc les universités ont tendance à le faire. Il faut voir les choses autrement. Et moi, c'est ce que je privilégie, c'est une approche pratique
Idéalement, j'aimerais que quand on arrive à 2030, qu'on ait inversé donc cette tendance qui ne s'annonce pas très très bien, surtout avec ces 2 années de pandémie. Où il y a des coupes budgétaires dans beaucoup de pays et j'ai un peu peur que le développement durable en souffre. Et donc, il faudrait donc se mobiliser davantage. Et pour moi, cette approche pratique des universités passe par vraiment un ciblage, c'est-à-dire qui passe par donc, les EDD, et bien évidemment, mais qu'est-ce qu'on fait dans les EDD? Il y a des cibles qui sont bien définies. Comment est-ce qu'on travaille sur ces cibles-là et qu'on réponde précisément à des questions sans pour autant dire que il n'y a pas une flexibilité, que l'université n'a plus le droit de travailler sur le concept de durabilité dans son sens le plus large. D'autant plus que, alors qu'on parle de durabilité à l'heure actuelle, il y a le concept de régénération qui est donc proposé ou qui transcende un petit peu donc tout ce qui est développement durable et qui inclut beaucoup plus la nature dans ce qu'on est en train de faire. Et donc, on a beaucoup de leçons à tirer. Et puis, bien sûr, je ne reviens pas sur toutes ces notions de partenariat, de travail collectif. Et j'ai bien aimé Focus 1 où l'accent était mis sur le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. Je crois que voilà, c'est un peu comme ça que je résumerai un petit peu, mais sans pour autant entrer dans un enthousiasme béant. Et il faut y aller prudemment et il faut y aller surtout avec conviction. Oui, c'est ça. Hein. L'engagement personnel, c'est aussi une question de personnes qui, comme toujours, les personnes engagées vont être moteurs, comme on disait tout à l'heure pour les étudiants. Et donc, vos 4 universités sont des exemples d'engagement et du coup vont pouvoir aussi inspirer. Mais tu as raison, hein, on ne peut pas crier victoire pour l'instant, loin de là. Hein, ça, c'est sûr. Stéphane aussi, si tu veux rajouter juste en moins d'1 minute une clé ou 2 clés ou quelque chose qui te semble essentiel pour que les universités jouent leur rôle sur ce monde en transition. Ah, on a perdu Stéphane. Non, voilà, micro. Derrière mon micro, c'est mieux. Je disais une seule clé et de manière un petit peu provocante, je vais m'amuser avec l'actualité. Je dirais une clé pour moi, ce serait de faire en sorte que l'ODD 16.7 devienne viral. Voilà, devienne une pandémie. Alors, je vous rappelle l'ODD 16.7, c'est institution efficace. Et le 7e point, c'est faire en sorte que le dynamisme, l'ouverture, la participation et la représentation à tous les niveaux caractérisent la prise de décision. Donc, dit autrement, voilà, de faire en sorte que dans nos travaux pluridisciplinaires très riches en nombre et en qualité de parties prenantes, dans une dimension partenariale vraiment très très large de nos territoires, de faire en sorte que chacun soit écouté et qu'il y ait vraiment une démarche participative dans la prise de décision. Je vais le dire encore plus court, un petit peu à la Mandela, c'est rien pour nous sans nous. Merci Stéphane. Alors juste peut-être une ou deux questions. Une question importante qui a souvent été en tout cas lancée à l'AUF, peut-être à Carla qui est vice-rectrice aux relations internationales, mais donc quel est l'impact, comment travailler l'internationalisation des universités, les mobilités étudiantes, etc., tout en respectant aujourd'hui le développement durable. Ça a été cité, quand on voyage en avion, évidemment, on a une empreinte carbone très forte. Donc, quel est l'impact aujourd'hui des ODD sur l'internationalisation? Que dirais-tu Alors moi, à cette question? je n'aurais pas la même perspective parce que évidemment, avec la pandémie et tous les freins aux déplacements internationaux, je pense qu'aujourd'hui, ce n'était pas le défi majeur. Moi, je comprends très bien et donc là aussi, les mobilités virtuelles, il y a pas mal d'instruments, l'internationalisation chez soi, qui sont des instruments qui étaient déjà développés avant la pandémie, mais que la pandémie a encore augmenté. Donc, il y a des solutions, d'une part, et d'autre part, je verrais aussi quand même beaucoup l'internationalisation comme une opportunité en termes de ODD.
parce que comme ce webinaire aujourd'hui, c'est-à-dire écouter les autres, discuter, on est d'accord qu'il n'y a pas de solution idéale et toute faite que tout un chacun peut adopter, que c'est un cheminement, c'est pas une fin en soi, on va pas y arriver et puis on n'a plus rien à faire. Donc, et à ce niveau, l'échange d'expertise et même quand les contextes sont très différents, finalement, je pense que c'est un enrichissement parce que ça permet aussi de mieux comprendre au fond des perspectives plurielles parce qu'après tout, nous sommes aussi des universités. Donc, moi, je vois beaucoup plus l'internationalisation comme une opportunité d'échange d'expériences pour voir aussi le secondaire et l'important, tout en sachant très bien qu'il y a cette autre dimension qui est de plus en plus prégnante et que la pandémie a montré que parfois aussi il y a des réductions, enfin, il y a des économies budgétaires qui sont réalisées avec le fait de diminuer, par exemple, les voyages. Reste la mobilité des étudiants et moi, je trouve qu'à ce niveau, il faut quand même être très vigilant parce que c'est une expérience et la mobilité virtuelle ne remplace pas l'immersion interculturelle. Oui, oui, tout à fait, hein. C'est souvent ce que répondent les universitaires, hein. Pour les étudiants, la rencontre, hein, la rencontre physique, le vivre aussi une autre culture, évidemment, est essentiel. Alors, une dernière petite question peut-être à Alexandra et Inès sur les Green Office. Est-ce que vous pouvez détailler un peu plus comment elles fonctionnent? Il y a eu des questions en ce sens. Est-ce que, par exemple, les étudiants ont un statut particulier pour animer ces Green Office? Est-ce que c'est du cas par cas? Est-ce que chaque université décide du fonctionnement? Est-ce que vous pouvez en dire un petit peu plus sur la Green Office de votre université, par exemple, sur son fonctionnement concret? Inès, je te laisse. Oui, du coup, dans notre cas, donc c'est des étudiants qu'on engage. Donc, nous, on constitue en général une équipe de 4-5 étudiants. Dans d'autres universités, ça peut être des volontaires. Je pense que ça dépend vraiment de ce que l'université veut mettre en place ou a les moyens de mettre en place. Nous, on travaille dans l'optique où les étudiants peuvent choisir les projets qu'ils veulent mettre en place, mais où on valide. Il faut que ça contribue aux objectifs environnementaux institutionnels, on va dire. Et après, ils ont dans leur mandat de pouvoir engager d'autres étudiants dans le sens engager là du coup bénévolement, de mobiliser d'autres étudiants. Alexandra, tu voulais compléter? Oui, je voulais juste dire qu'il n'y a pas vraiment de cadre, c'est un concept, donc c'est assez riche. Ça vient d'une université de Maastricht à la base. J'ai rencontré ça en 2012 et c'est vraiment adaptable à chaque université. Vous n'êtes même pas obligé d'être dans le réseau Green Office. C'est le principe, comme le scoutisme ou d'autres, des étudiants par les étudiants pour les étudiants. Et voilà, nous, on s'est intégrés là-dedans parce que voilà, il y a une éthique au niveau du service qui fait que si c'était une bonne idée qui a été conçue dans un autre réseau, je n'allais pas me l'approprier sans faire partie du réseau pour financer le réseau. Mais voilà, vous avez toutes les possibilités possibles. Ça fait la 6e année qu'on a un Green Office. On l'appelait Student Green Office pour bien l'identifier. Il y a souvent, les étudiants ont une force assez pour faire bouger les lignes, plus forte parfois que même les administratifs ou les académiques. Moi, je leur dis toujours, hein, quand ils viennent me trouver, je dis, mais si vous réunissez tous 35 000 derrière, on va au rectorat, ça va bouger plus vite que mon équipe. Et donc, c'est ça qu'on essaye de leur donner. Et donc, le cadre, vous pouvez vraiment l'adapter à votre manière. On a déjà essayé plusieurs formules. Il faut que ça fasse corps avec l'ADN de votre université, je dirais. Voilà. Mais Ok, merci. c'est très puissant pour les étudiants et c'est win-win. Dans le sens, pour eux, ils apprennent comment c'est la gestion de projet, comment on pilote une université, quelles sont les contraintes. Donc, c'est assez gagnant et c'est hors de leur cadre d'enseignement, ou de mémoire ou de travaux pratiques. Donc, c'est vraiment quelque chose de tout à fait séparé. Ils sont plus libres. Merci Alexandra pour cette réponse. Et puis un petit clin d'œil à un auditeur francophone hein, qui en effet nous invite à trouver un mot français pour le Green Office. Il a bien raison. Un bureau vert ou un éco-bureau. Il a fait des suggestions qu'on retiendra. Voilà, merci à tous, merci beaucoup. Donc j'espère que ces échanges ont permis de montrer vraiment le rôle que peuvent jouer les universités en faveur de l'agenda 2030 en utilisant des leviers
spécifiques aux universités, la formation, l'innovation, l'entrepreneuriat, la recherche, les étudiants, et qui donc permettent à l'université d'agir, mais aussi de se transformer pour faire face aux enjeux socio-environnementaux qui sont évidemment immenses actuellement et qui sont urgents. Donc voilà, je vous invite, vous pouvez toujours réentendre les webinaires de l'AUF sur la chaîne YouTube de l'AUF en replay. Nous avons un prochain focus les 17 et 20 mai sur le lien entre la science et les sociétés, donc comment la science peut servir la société. C'est un sujet qui est vraiment proche de celui qu'on a traité aujourd'hui également. Et je vous invite également aussi à la journée innovation sur l'université responsable qui aura lieu le 31 mai, qui est ouverte à tous. Vous trouvez aussi les informations sur le site AUF ou sur le site du programme actif, donc qui est dédié à l'agenda 2030. Donc le site AUF, c'est auf.org et le site du programme actif, c'est actif.auf.org. Voilà, ben je remercie infiniment tous nos intervenants, l'ensemble de nos auditeurs, et puis au nom de l'Agence de la francophonie, on vous dit à très bientôt. Merci beaucoup.